Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui, le grand honneur de recevoir Monsieur Bella Kenti, c'est un diplomate sahraoui, pour parler avec lui, pour évoquer aussi la situation de ce conflit qualifié par quelques observateurs comme un conflit oublié, marginalisé, c'est le conflit du Sahara occidental. Merci beaucoup, Monsieur Bellakinti, d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous. C'est à vous, Monsieur. Oui, Merci beaucoup. alors, par où on commence en fait? On commence par la tragédie du peuple sahraoui, Oui, un peuple digne, fier, conscient de son identité, conscient de l'injustice qu'il a subie, qui est en train de subir encore, et qui est un peuple euh, qui n'a jamais, en fait, été sous la domination des rois du Maroc, comme le prétend aujourd'hui oui. ce royaume. Et Oui, c'est pour cela, permettez-moi, Monsieur Kinti, j'aimerais bien suivre une démarche un peu historique, progressive. On commence, s'il vous plaît, par la présentation géographique et historique. C'est quoi le Sahara occidental? Ce sont des questions basiques pour présenter, pour éclairer la situation. alors, le Sahara occidental, dans ses frontières actuelles que nous revendiquons, sont celles qui ont été héritées du colonialisme et donc définies par le traité franco-espagnol de 1904 et 1912. Et comme nous sommes résolument inscrits dans la modernité et que nous respectons les frontières héritées du colonialisme, donc nous revendiquons ce Sahara occidental qui aussi nous est reconnu par les Nations Unies et autour duquel nous avons fondé la RASD qui exerce la souveraineté sur ce territoire et au nom du peuple de ce territoire est actuellement membre fondateur de l'Union africaine. Mais par contre, le territoire historique du Sahara occidental va bien au-delà de ce territoire. Euh, Nous, les Sahraouis, nous le savons parfaitement, mais le témoignage crucial nous est venu historiquement par le roi du Maroc, Mohammed Ben Abdallah Ben Ismail, lors d'un traité avec le roi d'Espagne et aussi à travers une lettre qui lui est adressée qui lui dit que le territoire au-dessous du Wadnoun, c'est-à-dire au sud du Wadnoun, ne fait pas partie de sa souveraineté. Il n'exerce aucune souveraineté sur le peuple de ce territoire. Et donc, Wadnoun, c'est bien au nord des frontières actuelles du Sahara occidental. Par la suite, je continue sur l'aspect historique. Quand les États européens se sont réunis durant la conférence de Berlin pour constituer comment dirais-je, leur partage de l'Afrique euh, et trouver des légitimités vis-à-vis des populations auxquelles ils allaient comment dirais-je, imposer leur domination, l'Espagne n'est pas allée vers un quelconque sultan du Maroc, mais sont allés voir les chefs de tribus du Sahara occidental. Et au nom de la population du Sahara occidental, a prétendu avoir imposé son droit colonial sur le Sahara occidental. Par la suite, euh, une fois que les Nations Unies ont condamné le colonialisme, le considérant comme un crime contre l'humanité même, a classé le Sahara occidental non pas comme une partie du territoire marocain, mais comme un territoire colonisé par l'Espagne, comme une colonie devant accéder à l'indépendance
par l'exercice du droit à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 de 1960. Donc ce droit a été reconnu pour les Sahraouis qui résistaient déjà contre à la fois les Espagnols et prêtaient main forte à leurs cousins de Mauritanie contre la présence française en Mauritanie. Il Oui, y a quelque chose un incident qui s'est produit au cours de cette histoire, c'est quand l'Espagne considère euh, brusquement qu'elle n'est plus liée par ce droit que lui octroient les Nations Unies, à savoir le pouvoir d'une puissance administrante du Sahara occidental. Elle s'est considérée comme ne plus être un État responsable du Sahara occidental. Elle quitte le Sahara occidental sans pouvoir et sans vouloir, bien évidemment, accompagner le peuple sahraoui pour l'émancipation et pour la constitution de son État sur son territoire tel que le lui recommandent les Nations Unies et le lui imposent comme étant un de ses attributs en tant que puissance coloniale et en tant que puissance administrante. Tout cela se fait ou s'est fait euh, en ayant comme un background ces revendications soudaines du roi du Maroc, du Sahara occidental. Et je dis bien soudaine parce que d'une façon récurrente, pour par cela, le passé, permettez-moi, Monsieur Kenti, ma deuxième question, quelles sont les origines du conflit? Est-ce que ce conflit a commencé avec la marche verte du 6 novembre 1975, ordonnée par Mohammed, par Hassan II, et qui a été qualifiée par plusieurs historiens comme une instrumentalisation de la vie politique marocaine, une tendance de fuite parce que Hassan Seni, dans cette période, souffre d'une crise de légitimité. Il a été le cible de plusieurs tentatives de coup d'État. Il a liquidé beaucoup des opposants, il a liquidé physiquement beaucoup des responsables militaires. Il avait besoin d'un peu de souffle, d'un peu de légitimité. C'est pour cela qu'il a ordonné la marche verte. oui, tout à fait, vous avez raison de souligner cet aspect-là dans l'histoire, mais elle ne suffit pas de justifier tout ce qui s'est passé au Sahara occidental, tous ces malheurs qui sont abattus soudainement sur le Sahara occidental. Car quand bien même Hassan II voulait envoyer l'armée vers le Sahara occidental pour s'en débarrasser, il ne le pouvait pas, parce que le droit international était devenu tellement clair concernant à la fois l'extension territoriale par la force, l'acquisition de territoire par la force, euh, et aussi tout ce droit qui s'est constitué autour du colonialisme en tant que crime et de la décolonisation en tant que nécessité. Il y a dans cette histoire autre chose qui n'est pas dit, c'est-à-dire que l'Espagne, poussée par d'autres intérêts, avait délibérément poussé le Maroc à la remplacer en tant qu'une nouvelle puissance coloniale. Sinon, comment pouvons-nous expliquer le fait qu'une fois que la légitimité de Hassan II a été acquis et son ascendant sur son armée, sur la population marocaine était devenu quelque chose d'acquis, pourquoi alors la communauté internationale, quand je dis la communauté internationale, c'est les pays responsables au sein du Conseil de sécurité, certains d'entre eux du moins, et la puissance administrante qui est l'Espagne, n'ont jamais daigné euh, encourager le Maroc vers un véritable processus de décolonisation du Sahara occidental. Bien au contraire, ils ont tout fait tout au long de ces années pour que le Maroc s'installe et dure au Sahara occidental
y compris en infligeant au peuple sahraoui les pires des humiliations, les pires des avilissements par la torture, par les assassinats, par le quadrillage extrêmement violent et par l'exploitation effrénée de ses ressources naturelles. Donc la complicité de ces pays est sans aucun doute quelque chose à considérer dans ce drame du Sahara occidental. Et de ce point de vue, il est absolument euh, vital pour les relations internationales, pour la paix et la sécurité dans le monde, et également pour un droit international crédible euh, que ces pays qui agissent d'une manière malsaine au sein du Conseil de sécurité pour empêcher l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, qu'ils cessent ces agissements qui, à la fois, décrédibilisent toute cette architecture post-seconde guerre mondiale qui a façonné les relations internationales entre États et qui à la fois aussi dévoile euh, toutes ces entreprises néocoloniales euh, auxquelles se livrent ces pays, et le Sahara occidental en est le parfait exemple. Et comment vous expliquez l'incapacité de plusieurs instances, par exemple la Ligue des pays arabes, aussi l'Organisation du travail islamique, l'Union africaine, la Cour des droits de l'homme africaine, de faire une médiation entre les deux entités, entre le Maroc et le Sahara occidental. Et comment vous expliquez l'instrumentalisation intensive? Vous êtes accusé d'être un instrument entre les mains du régime algérien. En même temps, on voit que le Royaume du Maroc a, a accepté, par exemple, la normalisation honteuse avec l'entité sioniste qui est en train de commettre un génocide contre la population palestinienne à Gaza. Euh, pour, pour avoir la reconnaissance des États-Unis, une reconnaissance qui a été qualifiée illégale, illégitime avec les normes internationales, avec les résolutions des Nations Unies. En même temps, le Maroc s'est permis même de faire la corruption, le lobbying politique, la corruption au sein du Parlement européen. Le roi Mohamed VI, qui s'est auto-proclamé comme Émir Mo'minin, soi-disant la grande autorité islamique, et qui est le président de la commission de Al-Quds, Jérusalem, qui n'a jamais déclaré une préposition pro-palestinien, puisqu'il est absent. Il est absent. Israël, il est en train de commettre des crimes en complicité, en complaisance aussi, peut-être en passif avec des régimes de normalisation honteuse comme l'Émiratie arabe, le Royaume du Maroc, etc., malgré que je salue les agissements populaires de la population marocaine. Comment vous expliquez tout cette tendance d'instrumentalisation? L'Espagne qui a renoncé auparavant, depuis 2 ans à sa neutralité suite à des pressions exercées par le Maroc, puis et maintenant il a fait pas en arrière en reconnaissant les résolutions des Nations Unies et l'autodécision, l'autodétermination, ce droit d'autodétermination pour la population sahraoui. Comment vous expliquez tout ça? Oh, écoutez, d'abord, je reviens à ce que vous avez dit sur l'instrumentalisation du combat du peuple sahraoui. En réalité, il y a deux niveaux d'explication. D'abord, le peuple sahraoui est victime d'une agression caractérisée d'un État constitué qui est le Maroc et qui est allé illégalement,
par la force au-delà de ses frontières, ce qui est un crime qui devait être impardonnable par la communauté internationale. Et par la suite, une fois qu'il a envahi le Sahara occidental, il l'a également annexé, prétendant qu'il exerce désormais sa souveraineté sur ce territoire, ce qui normalement aurait dû tomber sur le chapitre 7 du Conseil de sécurité. Et ce même Conseil de sécurité, le 16 novembre 1975, c'est-à-dire à la veille de la Marche verte, a émis la résolution 380 qui condamne l'annexion, qui condamne la Marche verte et demande au Maroc de se retirer du territoire, chose que le Maroc n'a pas fait. Donc nous sommes face à une extension territoriale illégale de la part d'un État constitué, d'une acquisition de territoire par la force et par l'agression, d'une invasion explicite et d'une annexion illégale, avec tous ces corollaires comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et je vous rappelle que Amnesty International a fait un calcul dans un de ses rapports et on est arrivé à la conclusion que la proportion des disparitions forcées au Sahara occidental, eu égard au nombre relativement réduit de la population sahraoui, est le plus élevé au monde. Cela veut dire que, et ça nous le savons tous, que le Maroc, une fois commis cette forfaiture, s'est engagé dans une entreprise génocidaire à l'égard du peuple du Sahara occidental. En réalité, si vous voulez acquérir un territoire, l'équation est simple. Il faut éliminer son propriétaire légitime et de ce fait, comme il n'en a plus de propriétaire, vous pouvez vous installer de facto cette notion chère au Maroc et ses soutiens. Face à cette situation, donc, les États constitués n'ont que deux choix. Soit ils s'alignent vers l'injustice, à l'injustice. Ils appuient l'agression, l'invasion, l'extension territoriale et l'acquisition par la force de territoire d'autrui. Chose malheureusement que certains États l'ont fait. Parfois à demi-mot, comme la France, qui vous dit « Oh, nous sommes pour le droit à l'autodétermination, nous sommes pour les résolutions du Conseil de sécurité », sauf qu'au sein du Conseil de sécurité, ils font en sorte pour que le peuple sahraoui ne puisse jamais accéder à son droit inaliénable et imprescriptible, j'utilise les mots des résolutions des Nations Unies, à l'autodétermination. Vous avez en parallèle d'autres États qui ont clairement et explicitement assumé leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui se passe au Sahara occidental. Il s'agit de 84 pays qui ont décidé de reconnaître la République sahraoui. Vous m'excusez 2 secondes parce que je n'ai plus de batterie et je vais un peu mettre à charger la batterie du téléphone. Désolé. Et donc, parmi ces pays, puisque vous avez nommé ce que vous appelez l'instrumentalisation du combat sahraoui par l'Algérie, c'est le langage des adversaires de l'Algérie et des ennemis du peuple sahraoui. En réalité, l'Algérie, en soutenant les réfugiés sahraouis, en soutenant les revendications du peuple sahraoui et en reconnaissant la République sahraoui, ne fait que se conformer au droit international, ne fait que se conformer à la justice internationale, au simple bon sens et au simple désir de paix, de stabilité et de coopération saine entre les États. Ceux qui instrumentalisent le roi du Maroc et qui lui mettent des brindilles dans les fesses pour qu'il continue dans son odyssée coloniale, sont ceux-là même qui euh, euh, n'hésitent pas à bafouer le droit international
quand ça arrange leurs intérêts, et qu'ils poussent des cris d'orfraie concernant d'autres situations quand cela arrange également leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils sont pour l'autodétermination, pour le droit des peuples dans certains cas, et ils sont résolument contre le droit du peuple sahraoui ou le peuple palestinien par ailleurs. Ce sont deux cas emblématiques où certains États se comportent comme des États voyous qui font très peu de cas à la fois du droit international, des traités qu'ils ont eux-mêmes signés, des résolutions qu'ils ont eux-mêmes adoptées et acceptées au sein des Nations Unies et qui condamnent d'une façon claire et nette le colonialisme, l'expansion territoriale, l'invasion et l'annexion des territoires d'autrui. Voilà donc les deux camps qui se trouvent face à face concernant le Sahara occidental, le camp des justes et le camp des barbares. Oui. Bon, il nous reste 3 minutes. Bella Kanti, qu'est-ce que vous pouvez dire comme message de fin? Eh bien, le message que voudrait passer le peuple du Sahara occidental au monde entier, qu'il est résolument inscrit dans le droit international, dans cette architecture de paix, de sécurité, de coopération entre les États auxquels conviennent ont convenu l'ensemble des États après la catastrophe de 1945, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, et qu'il ne demande ni plus ni moins que de le laisser exprimer son droit à l'autodétermination et exprimer à travers les urnes, à travers le référendum d'autodétermination, son réel désir et ce qu'il voudrait faire à la fois de son destin et du destin de son territoire. S'il voudrait s'incorporer à ce royaume moyenâgeux et belliqueux du Maroc, eh bien, le peuple sahraoui aura exercé son droit librement, mais par contre, si il décide de son indépendance nationale, eh bien, qu'on respecte ce choix, mais au moins qu'on le laisse s'exprimer tel que ça a été dit dans la résolution 690 qui a institué la MINURSO, mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, et qui est là pour organiser le référendum, mais dont la mission est sans cesse torpillée, repoussée par certains pays influents au Conseil de sécurité. Merci infiniment, Bella Kanti, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un honneur de vous recevoir. Je vous souhaite une bonne continuation, comme on a donné aussi l'occasion à des Marocains proches du pouvoir à venir pour s'exprimer, etc. On donne aussi la parole à l'autre partie pour s'exprimer dans le cadre de respect de la Oui, diversité. sauf que, alors, je respecte tout à fait votre choix, mais sincèrement, il faut que nous soyons plus clairs concernant des questions extrêmement vitales pour les peuples, c'est-à-dire le colonialisme, Oui, l'agression, l'invasion. Ce n'est plus possible de mettre le bourreau et la victime en même temps dans cette volonté de vouloir équilibrer le débat ou équilibrer. Dans oui, ce cas, le peuple sahraoui vit un drame innommable consécutif de cette invasion, de cette agression et de ce corollaire comme crime contre l'humanité, et faisant place au turiféraire du régime marocain, c'est carrément faire l'apologie du colonialisme, faire l'apologie du crime contre l'humanité que subissent les Sahraouis au sein du Sahara occidental. Nous devons être clairs sur ce qui se oui, passe au Sahara occidental, condamner sans embâge
l'entreprise coloniale du régime marocain au Sahara occidental, le dire sans embâche et sans artifice. L'agresseur, dans ce cas, c'est le royaume du Maroc. L'agressé, c'est le peuple sahraoui. Et il faut en finir une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Bella Kanti, diplomate sahraoui, c'est clair. Merci infiniment. Je vous souhaite bonne continuation pour la libération, pour la dignité de la population sahraoui. Au revoir et merci beaucoup. Merci infiniment.